Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous pour ce nouveau numéro d'Asphalte. Au programme, une grande routière, découvrez-la tout de suite dans le sommaire en images. Au programme de cette émission, nous reviendrons sur la première édition du e-rallye. L'épreuve a traversé la France et les concurrents se sont engagés sur des véhicules 100% non polluants. Et pour l'essai, nous lèverons le voile sur la dernière Volvo S90. Suédoise dans l'âme, le langage du design incarne l'élégance et le luxe. À l'image de son environnement scandinave, vous verrez que ces détails simples et naturels se marient avec précision. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Vanessa. Merci d'être à nouveau dans l'équipe d'Asphalte. Écoutez, c'est un grand plaisir. Alors on est reparti pour un nouvel essai. Exactement, oui. Avec une auto magnifique. Oui, alors voici la Volvo S90. Écoute, elle est vraiment magnifique. Il faut savoir que c'est la plus luxueuse jamais connue chez Volvo, quand même. C'est vrai. Mais Volvo, après avoir sorti le XC90, le nouveau SUV, C'est vrai. très récemment, je crois qu'il y a 6 mois, qui est magnifique aussi. Et je vois que là, ils sont de nouveau partis dans un design extraordinaire. Ils sont repartis dans un design complètement repensé. Regardez cette ligne. Aussi, petite précision, elle fait 4,96 m de long. D'accord, elle est très longue. C'est une catégorie grosse berline, mais disons berline sportive. Voilà, ouais. En fait, je pense que c'est les concurrentes, c'est la 8, c'est la Tout à classe fait. ES Tout chez à fait. Mercedes. Donc elle est très classe. Elle est vraiment très belle. Les lignes sont épurées avec une sorte de haillon derrière. J'aime bien, vous savez, comparer généralement les véhicules. Et c'est vrai qu'elle me fait légèrement penser à l'Audi A7, notamment avec cette lunette arrière. Exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Même l'avant, les phares carrés. Très joli. C'est vraiment très proche de la 7 Audi. Et c'est vrai que moi j'adore vraiment cette voiture. Volvo est toujours un précurseur en design et là ils ont encore fait un effort. Là ils ont frappé fort, Ils on ont peut le frappé dire. très fort, ouais, Est-ce effectivement. qu'on peut aller parler un peu de l'intérieur? Tout à fait. Allez, Allez, c'est parti. C'est parti. La S90 a été plus généreusement proportionnée que ses concurrentes. Sa face avant est tirée du XC90 par cette calandre dont la grille est légèrement creusée. À l'arrière de la berline, les doubles rampes lumineuses en crochet déterminent une esthétique hors du commun. Jean-Pierre, nous avons vu le design extérieur. Passons maintenant à cet intérieur finalement. Quand je la regarde comme ça, j'ai l'impression qu'elle est complètement tournée vers le luxe et la sérénité, j'ai envie de dire. Et même un peu de sport, je trouve, qu'il y a quand même le tableau de bord qui C'est est vrai. assez typé, très moderne. Et puis moi, ce qui me plaît vraiment, c'est toute cette partie en fait, High-tech. high-tech, quoi. On a un iPad carrément, on peut sélectionner toutes les options, la radio avec Ah oui, quand la même, studio, salle de concert, ça c'est plutôt pas mal. la scène. Il y a vraiment, ils ont recherché la facilité. En fait, tout ce qu'on utilise habituellement sur nos iPads ou iPhone ou autres solutions de multimédia. Donc c'est très facile à utiliser, ce n'est pas une usine à gaz, il n'y a pas de bouton pour les chercher. C'est vrai. Tout est tactile en fait. Tout est tactile et fonctionnel. On retrouve facilement. Ensuite, au niveau du tableau de bord aussi, c'est des tableaux de bord aussi digitalisés. Là, au niveau des Ça c'est la grande mode. Ça c'est les la grande tableaux de mode, bord on comme ça. retrouve exactement. Bon, ce qu'on pourrait regretter, c'est une option, là, on n'a pas les palettes. Donc Ah oui, le passage des d'accord. vitesses se fait de façon, on peut le passer automatiquement avec une boîte de 8 vitesses. On attend la version sportive hybride Hybride. impatiemment et je pense que les palettes seront Ça va au volant, programme. hein. Donc soit on peut être en automatique, 8 Ouais. vitesses, ou alors passer en vitesse manuelle, aussi 8 vitesses. D'accord. Sinon après tout est fonctionnel. Le volant est assez petit. Le volant est assez Bonne petit, prise en on main. le trouve bien dans les mains. On arrive très bien à se positionner et à avoir un confort de conduite. Et tout cet aspect très classe. Et puis aussi, moi je trouve que Du bois. les sièges sont très enveloppants, quoi. Ces sièges en cuir sont à la fois fermes et assez confortables. Et je pense qu'ils doivent être, pour les longues distances, on doit être très bien positionné. Eh bien, j'allais vous le dire, Jean-Pierre. Il est l'heure d'aller l'essayer. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à savoir ce qu'elle vaut sur la route. Eh bien, Vous avec êtes grand d'accord? plaisir. Allez, on y va. Allez, on est c'est parti.
Le système Sensus permet de se connecter au véhicule. Chaque fonctionnalité a été soigneusement imaginée pour permettre de maîtriser et personnaliser la conduite jusque dans les moindres détails. Jean-Pierre, vous venez d'essayer cette toute nouvelle berline Volvo. Alors parlons à présent du moteur. Un moteur classique mais très efficace de 2 litres, 190 chevaux, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il est très coupleux d'ailleurs et il réagit très rapidement, il n'y a aucun temps de réponse. Et en fait, c'est un moteur moderne, quoi, avec les nouvelles technologies. Et, j'ai beaucoup apprécié ce moteur. C'est vrai? Ouais, il permet d'avoir des relances rapides, que ce soit avec la boîte manuelle ou en position automatique. Donc ce qui me fait penser qu'il s'agit là du même moteur finalement que le XC90. Oui, effectivement, c'est exactement le même moteur dans la version 4 cylindres du XC90 qui est sorti récemment. Et oui, les motorisations sont reprises du XC90. Les 5 cylindres ont disparu puisque la nouvelle berline dispose seulement de 4 cylindres selon la politique de rationalisation voulue par le constructeur. Jean-Pierre, nous allons à présent parler d'une toute nouvelle épreuve, enfin nouvelle, oui et non, on va l'expliquer, le e-rally, une épreuve à laquelle vous avez participé notamment. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de participer à ce rallye. Ça a été quand même un grand moment parce que descendre de Fontainebleau à Alès avec une voiture électrique, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour l'instant, on ne retrouve pas toutes les infrastructures qui vont bien, mais je pense que dans un avenir proche, ça sera beaucoup plus facile. Une belle expérience pour vous en tout cas. Une belle expérience et... J'ai pas envie de tout dévoiler, mais vous avez presque failli gagner l'épreuve, il faut le dire. Effectivement, on était victime d'un règlement, mais bon, ça fait partie de la course. De la course, c'est pas du sport, mais ça fait partie de la course. Et bien voilà, à présent coup de projecteur justement sur cette première édition du e-rally. Vous l'avez entendu, les concurrents se sont élancés de près de Paris pour descendre sur Alès et faire quelques tours de circuit pour enfin regagner la principauté, le tout avec des véhicules non polluants. Regardez. C'est dans un esprit pionnier que la première édition du e-rally a pu offrir une place à l'aventure humaine et aux technologies du futur. Une trentaine de concurrents s'étaient engagés avec un véhicule 100% non polluant, sans émissions de CO2 comme par exemple l'électrique, l'hydrogène, le solaire, l'air comprimé et bien d'autres. C'est vrai que c'est une nouvelle formule parce qu'on avait jusqu'à présent dérivé sur les hybrides, qui étaient les voitures que l'on espérait voir rouler dans tous les rallyes et même dans le rallye championnat du monde. Depuis, l'hybridation a atteint toutes les voitures du commerce et on a trouvé que c'était maintenant arrivé à un point tel que c'était moins intéressant. On s'est dit, pour avoir un nouveau défi, challenge en anglais, on va essayer de faire ça avec des voitures électriques, donc avec une autonomie limitée. Et pour corser le tout, on s'est dit qu'avec des voitures à hydrogène, que l'on commence à trouver sur le marché, ça serait encore plus sympathique. Les vérifications techniques et administratives se sont déroulées à quelques kilomètres de Paris. Documents officiels distribués, plaques remises, dernier briefing effectué. Les concurrents se sont enfin élancés de Fontainebleau pour le plus grand bonheur de son maire. Donc on est très fiers d'accueillir toute l'organisation, de voir les coureurs et puis de voir aussi les bolides, c'est-à-dire ce qui se fait mieux dans le roulé propre. Et, non, on est très, très heureux. Puis vous savez, Fontainebleau, c'est pas que le château, c'est aussi une des plus belles forêts de France. Et donc de ce point de vue-là, roulé propre, forêt, environnement, tout ça évidemment résonne pour nous. Et c'est à Alès, avec une météo incertaine, que les équipages se sont retrouvés après une longue et difficile concentration. Ça s'est très très bien passé. On est passé par Bourges, Clermont-Ferrand. On a choisi de traverser la France par le centre. Et non, c'était très bien. On a rencontré la pluie au sud de Clermont-Ferrand, un petit peu. Mais ça s'est très bien passé. On était à 3 au superchargeur, on est en Tesla. Donc on était à 3 au superchargeur de Bourges. Donc on a bien rigolé, bien sympathisé. Voilà. Il a fallu trouver déjà le bon itinéraire par rapport aux recommandations de l'organisateur, notamment pour le département de la Seine-et-Marne au départ. Et ensuite, écoutez, oui, on a visité pas mal d'aires d'autoroute et de machines à café toute la nuit, parce qu'il a fallu tenir le choc. Mais c'était relativement sympathique et convivial, attendre son tour à la borne par rapport à la file d'attente qui était là.
Mais bon, on a trouvé le bon créneau, on n'a pas eu trop d'attente, mais bon, à chaque recharge, c'était 40 minutes, donc c'était pas 40 cafés, mais c'était, on grignotait, on buvait un café, on faisait un petit peu le monde. Finalement, pas trop mal, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est rencontré avec plusieurs concurrents à Gien, où on s'est un peu battu pour la prise, mais bon, on a été sport, donc on s'est arrangé, et ça s'est passé dans la bonne humeur. Après, on a eu une petite déconvenue sur Nevers, où on pensait se recharger sur un Leclerc. On est arrivé tard la nuit, et il y avait déjà une voiture, une Zoé, mais du magasin qui était branchée, donc là, on a fait demi-tour pour aller au circuit de Nevers. On est arrivé à 30 km/h tout doucement pour venir se charger sur une prise domestique et repartir ensuite. Le reste, ça s'est très bien passé sur des prises rapides sur la 75 et les Cévennes où on a pu prendre un peu de plaisir sur les petites routes. Mais avant d'attaquer les 3 zones de régularité, tous les équipages ont parcouru 3 tours de circuit rallye au pôle mécanique d'Alès. L'occasion de tester les véhicules dans des conditions difficiles avec des montées, des descentes, mais surtout sous la pluie qui s'était invitée pour l'épreuve. La première journée s'est réellement déroulée ce vendredi. L'étape entre Alès et la Principauté s'est découpée entre plusieurs zones de régularité. Le samedi, les participants ont effectué la mythique boucle du Turini, composée de 3 zones de régularité pour une arrivée dans la nuit. Très heureux d'avoir fait avec Georges, avec le maire. Je crois que c'était une bonne expérience pour nous deux, parce que pour moi c'était la première fois que j'étais à droite. Donc c'était intéressant parce que n'ayant été volant plusieurs fois avec Marjorie à l'époque, on connaît à peu près les besoins du pilote. J'ai adoré cette expérience parce que grâce à l'Automobile Club, on se retrouve entre 2 mondes. Les pionniers du rallye, puisque là on était les pionniers quelque part à faire ce rallye avec une voiture à hydrogène. Et le futur, puisque c'est peut-être la voiture du futur. Donc toujours un peu comme ça, un esprit des premiers rallyes, les pionniers qui arrivaient à Monaco par des conditions terribles. Et puis grâce à ça, ça a fait progresser. Voilà, je crois qu'on est encore un peu dans cet esprit-là. Et tout ça, c'est grâce à Monaco, à ce que fait Monaco, à l'Automobile Club en particulier. Contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai beaucoup plus stressé que dans un rallye de vitesse. Parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer, de consommation, de peur de ne pas y arriver. En fait, on a roulé pratiquement pendant une semaine en dormant 2 heures par nuit, quoi. Et donc ça a été quand même très, très physique, quoi. Ça rappelle les Monte-Carlo d'antan ? En fait, je pense que ça rappelle les gens qui faisaient à l'époque les rallyes qui partaient, les premiers rallyes de Monte-Carlo, où ils partaient à l'aventure ils ne savaient pas où ils allaient trouver de l'essence, où ils allaient trouver tout ce qu'il fallait pour arriver à Monaco, quoi. Dans la ZR4, on a eu des soucis avec notre matériel électronique et je ne sais pas trop ce que ça donnait, quoi. Donc, plus il y avait du brouillard, c'était pas évident. Globalement, un bilan de l'épreuve ? Ah, c'était bien. Stressant, hein. Stressant parce qu'en plus du stress de bien faire au niveau régularité, nous on a le souci de la consommation électrique. Et en définitive, vraiment en autonomie pure, on a 100 km. Donc tous les 100 km, il faut qu'on ravitaille, alors c'est pas évident. C'est bien passé, il y avait un peu de brouillard. Et sinon, beaucoup de pierres, beaucoup de morceaux de bois, et sinon pas impeccable. Et un bilan de l'épreuve en général ? Beaucoup plus difficile aujourd'hui que par rapport à hier. Beaucoup plus difficile. Beaucoup plus de lacets, les routes beaucoup plus étroites. Plus intéressant, évidemment. Et c'est Arthur Prusac sur une Toyota Mirai qui a remporté ce premier e-rallye Monte-Carlo. Une grande joie pour le moins inattendue, car durant l'épreuve, l'équipage n'a jamais obtenu la tête du rallye. Justement, on n'était pas en tête, on avait beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé la journée d'hier, on a apporté quelques petites corrections qu'on croyait justes et il s'est trouvé qu'effectivement ça a bien marché. Donc on est doublement content parce que c'est le premier e-rallye et en plus on fait une sorte de première mondiale parce que c'est la première fois qu'une voiture est propulsée par l'hydrogène est engagée en compétition et elle gagne. Cette première édition du e-rallye a pu démontrer le potentiel des voitures non polluantes. L'avenir en sport automobile est encore à construire, toutefois leur efficacité au cours de cette épreuve semble extrêmement prometteuse pour les prochaines années. Vous en parliez tout à l'heure en off, c'est vrai que Volvo est quand même précurseur dans le domaine de la sécurité. Oui, effectivement, Volvo a été le premier à sortir des solutions
pour éviter justement les accidents avec des piétons lors de traversées de zones piétonnes, des choses comme ça. C'était le premier qui a effectivement mis en place une solution qui permet de stopper la voiture en cas d'une traversée d'un piéton de façon inattendue. Et justement, je voulais en parler, puisque cette voiture est quand même dotée de beaucoup d'électronique, beaucoup d'aide à la conduite. Et elle a notamment la reconnaissance des panneaux, la reconnaissance, il me semble, même des animaux sur la route. Et c'est plutôt une nouveauté. Effectivement, ce sont les premiers à faire ça. Ils ont aussi mis sur cette voiture le franchissement de lignes blanches en cas de sommeil, des choses comme ça. Il y a aussi le franchissement des lignes blanches. Le freinage d'urgence. Le freinage d'urgence. Ça, c'est important. Enfin, ils ont toutes les dernières nouveautés de tout ce qu'on retrouve, bien sûr, maintenant chez tous les constructeurs. Mais il faut quand même souligner qu'ils ont été toujours les précurseurs sur la sécurité passive, quoi. Ça, c'est bien. Jean-Pierre, une boîte également très bien étagée, on peut le souligner. Bon, effectivement, on retrouve la Gearbox de chez Volvo 8 vitesses, avec des temps de passage très très courts. Pas de palette au volant, par contre. Pas de palette. Je pense qu'on va la retrouver sur la version sportive. Oui, certainement. Certainement. Mais par contre, on a quand même la possibilité de passer les vitesses manuellement. Est-ce que ça manque ou non, pas forcément? Pas forcément, parce que selon la position du volant, c'est pas évident de pouvoir changer les vitesses quand on a des palettes, quoi. D'accord. La palette, c'est très bien en compétition, en WRC, mais bon, après sinon, il n'y a plus guère d'intérêt, parce que de toute façon, il y a des interdits, c'est-à-dire que même si vous souhaitez passer une vitesse et qu'on n'est pas dans le régime moteur approprié, la voiture refuse de passer la vitesse, quoi. D'accord. Donc on est toujours quand même piloté par les automatismes de la voiture, quoi. Nous essayons quand même une version premium et c'est important de dire que c'est une 4 roues motrices et aujourd'hui c'est quand même essentiel en mode sport. Tout à fait, puis c'est même essentiel au point de vue de la sécurité. Du fait qu'on a toujours 4 roues motrices qui sont en permanence, ça permet d'éviter des blocages de roues. Et surtout, ça permet, en cas d'intempéries, de neige, de conditions d'adhérence précaire, de pouvoir toujours avoir la bonne motricité, quoi. Absolument. Également, 3 modes de conduite différents. Oui, effectivement, on a 3 modes qui sont l'économique, le confort et le dynamique. Et en dynamique, ça devient une auto très sympa à conduire, quoi. Pour les gens, les amateurs de pilotage, tout en respectant bien sûr le code de la route. Bien sûr, toujours. Toujours, on retrouve une auto vraiment sympa. Vous l'aurez compris, dans sa quête d'une sécurité, Volvo propose de série sur toutes les S90 le système de conduite semi-automatique autopilote. Cette aide réclame cependant toujours l'attention du conducteur, mais cette technologie est un véritable tremplin vers une autonomie complète. Le système maintient une vitesse de croisière et une distance de sécurité avec le véhicule qui précède. La S90 réagit à la moindre sollicitation. Jean-Pierre, vous venez d'essayer cette sublime berline. Est-ce qu'on peut, finalement, avant de terminer l'essai, je peux vous poser une dernière question? Oui. Est-elle bien armée pour se faire une place tout simplement sur le marché des grosses berlines? Je le pense vraiment. J'ai été très très agréablement surpris par cette voiture. C'est vrai? Ah oui. À quel niveau? En fait, elle allie le comportement quand même sportif. J'ai essayé un petit peu de temps en temps de la... on va dire de la secouer, on dirait comme ça, de la brusquer. De la brusquer. Elle réagissait complètement comme une voiture de sport. C'est vrai. Et ensuite, après, quand on a roulé calmement, on retrouve tout l'agrément d'une voiture avec son silence, son confort. Je ne sais pas si vous avez vu, le confort dans la voiture était quand même exceptionnel, l'environnement aussi, et le moteur aussi répond très facilement avec cette boîte 8 vitesses automatique ou manuelle. Franchement, je trouve cette voiture réussie et je crois que les autres constructeurs vont avoir un concurrent très agressif. Eh bien, c'était un bel essai encore en votre compagnie, Jean-Pierre. Merci en tout cas. Et merci et puis à la prochaine. Et je vous donne rendez-vous évidemment à la prochaine fois, au mois prochain pour encore plus de nouveautés et d'actualités automobiles. À très vite. Pour séduire une clientèle traditionnellement portée sur le haut de gamme allemand, la marque suédoise fait le pari de l'intéresser à cette nouvelle S90.
La grande berline intelligente au dessin fluide et moderne est réellement taillée pour la route. Le constructeur souhaite proposer ce qu'il y a de mieux sur le segment des premiums.